Voilà, bonjour Kankyo. Bonjour, Vous allez bien? ça va bien et vous? Oui, très bien, merci. Vous êtes venu de votre Sibérie, C'est ça, il fait froid en juste Alsace, avant l'Ukraine. juste avant l'Ukraine. Je suis ravi de vous accueillir sur ABC. Je suis très très content que vous soyez là parce que je connais vos ouvrages. J'ai lu le dernier en question qui s'affiche, Danser au milieu du chaos. C'est aux éditions Flammarion. Juste une chose, j'ai regardé aussi beaucoup de vos interviews. Mhm. Alors certains disent Kankyo, Kankyo. Oui, comme Comment est-ce vous qu'on voulez. prononce? Normalement, c'est Kankyo. Ah, Kankyo. Kankyo, voilà. C'est Mais ça. Kankyo, ça va aussi, hein. Très bien. On verra ce qui reste d'Isabelle. Oui, bah, elle est là quand même, Elle est hein, là, ouais. voilà, exactement. Alors, plusieurs ouvrages à votre actif. Il y a eu en 2017 Ma cure de silence aux éditions First, en 2018 À la recherche du temps présent. Il y a ce livre, bien sûr, Danser au milieu du chaos chez Flammarion. Vous parlez, je trouve, et c'est ça qui est intéressant, vous parlez avec une franchise assez déconcertante. Et j'ai même dit, avant de commencer l'émission, vous êtes une nonne 2.0 rock'n'roll. C'est vrai? Disons que j'essaye de faire en sorte que ce soit des témoignages vécus et de ne pas donner une fausse image de la spiritualité. Donc j'aime bien aussi montrer les épreuves, montrer la vraie vie en fait, sans faux semblant, avec pas un enseignement qui soit comme ça un petit peu artificiel. Oui, parce que non-bouddhiste, ça ne veut pas dire être sur un nuage 24 heures sur 24. Non, Hein. non, non, Il y a des les problèmes pieds dans aussi la à terre, gérer. oui, il y a des choses à faire au Il y a des choses à quotidien. faire. Ouais, ouais, Bon. tout à fait. Donc, merci d'être là. La santé, Merci, ça va. ça Oui, va? oui, oui, j'ai Bon. traversé. Vous avez eu droit aussi? J'ai droit. Vous y avez droit aussi. Bon, très bien. Alors, dans ce livre, Danser au milieu du chaos, vous parlez de la peur de l'avenir, vous parlez des problèmes relationnels entre, j'allais dire, les peuples, les nations, vous parlez des nouvelles technologies que vous trouvez plutôt invasives, mais vous les utilisez, et vous acceptez de venir sur un média qui n'est que digital. Voilà. Et vous parlez aussi de l'urgence climatique. Et vous allez jusqu'à dire ceci dans vos peurs. Vous parlez de vos peurs. Vous dites: j'ai peur que les gens se battent pour avoir à manger. J'ai peur qu'on tue les animaux comme les chats, les chiens, les poules. J'ai peur de ne pas avoir le temps d'agir pour faire cette fameuse ferme Kibo dont on va parler tout à l'heure, un lieu de ressources. J'ai peur que le bouleversement climatique aille de plus en plus vite. J'ai peur que les nations utilisent Internet pour nous contrôler et installer un État sécuritaire. J'ai peur que la bulle financière se désintègre comme en Grèce. Et j'ai peur de ne plus avoir assez d'argent pour nourrir tout mon petit monde. C'est vous, ça? Mm. Ouais. C'était vous ou vous l'êtes encore? C'est encore. En fait, l'idée, c'est de ne pas faire disparaître les... Enfin, les peurs sont là, elles ne sont pas là tout le temps, mais je les accepte. Et c'est ça la principale différence. Ça veut dire, quand une peur émerge, c'est le principe de la méditation, au lieu de tout de suite chercher une solution pour ne pas ressentir, pour ne pas vivre, l'idée, c'est de plonger dedans. Et c'est ça, danser au milieu du chaos, c'est aller dans le désordre, aller dans la peur. Donc elles ne sont pas des peurs paralysantes, mais elles peuvent apparaître dans la journée, oui. Ce qui est intéressant, c'est que vous déculpabilisez les lecteurs. C'est-à-dire que quand on a ces difficultés à méditer, on va le voir, parce que c'est évidemment ce que vous aimez particulièrement faire dans la vie, entre autres. Quand on vous lit, on se dit, eh ben, moi, si je n'y arrive pas, si j'ai des difficultés, si la méditation est un effort pour moi, si je décroche, eh ben, c'est normal. Voilà, c'est ça. Ça, c'est intéressant. Oui, je trouve ça vraiment important de le dire, le vrai chemin, la vraie vie telle qu'elle est, et non pas en essayant de correspondre à une image spirituelle ou une figure. Ça, pour moi, c'est pas intéressant. Plutôt, voilà ce qui me rapproche, enfin ce qui fait le lien avec les autres êtres humains. Et donc, c'est nos erreurs, nos difficultés, les choses qu'on n'assume pas, etc. Et voilà. Vous êtes bien là? Ça va, oui, oui. On vous a servi un petit café? J'ai mon petit café. Petit café, c'est parfait. Alors, on va parler de vous. On est obligé de revenir un petit peu à l'avant Kankyo. Isabelle, c'est votre prénom. Oui, oui. Isabelle qui a alors un parcours de vie qui n'a absolument rien à voir avec le parcours que vous avez aujourd'hui. C'était il y a longtemps, c'était il y a 20 ans. C'était il y a 20 ans. Mais vous dites quand même dans votre ouvrage, Danser au milieu du chaos, que depuis toute petite, il y avait quelque chose qui résonnait en vous quand même, au travers de la spiritualité. Ouais. Moi, j'ai eu une éducation catholique, donc mes parents étaient très, très croyants. Ils allaient à l'église, on allait dans des monastères, etc. Et là, il y avait une sorte de... je pourrais dire de préscience de l'invisible, quelque chose qui m'attirait au niveau du mystère de la vie. Voilà. Mais que vous ressentiez? Oui, ou dont j'avais l'intuition que je ressentais. Ouais, ouais. Donc après, à l'adolescence, j'ai laissé ça complètement de côté. En plus, le catholicisme, c'était la religion de mes parents, donc c'était pas très intéressant, j'ai trouvé, à cet âge-là, du moins. Et puis après, j'ai redécouvert cette vibration avec le bouddhisme.
Ouais, quand j'étais étudiante. Quand vous étiez étudiante. Mais entre toute petite et étudiante, il y a un monde. Comment est-ce que vous grandissez? Comment est-ce que vous vous construisez? Bah, c'était pas facile. Moi, j'étais en banlieue parisienne, voilà. Et puis, justement, une vie un peu avec beaucoup d'émotions, avec beaucoup de doutes. Enfin, c'était pas très. Il y avait des moments très marrants, mais j'étais assez fragile en fait aussi psychologiquement. Et je pense que ce souvenir de ça, c'est ce qui me donne aussi envie d'écrire aujourd'hui, de qu'est-ce qu'on fait quand il y a tous ces angoisses, ces doutes, les choses qui nous animent au quotidien. Et surtout avec la nouvelle génération qui est dans ce questionnement aussi ça, et qui a été particulièrement impactée par ces 2 ans. Bah oui, parce que de nos jours, on n'a pas pandémie. d'éducation à la connaissance de soi au sens large. Je ne parle pas d'une éducation intellectuelle, ça on peut la trouver éventuellement dans les livres, mais c'est ce dont on parlait juste avant, dans l'expérience de la méditation, quand on s'arrête et qu'on ne fait rien. Pendant le Covid, on a eu pas mal d'occasions. Bah, ce qui apparaît, c'est le réel. Donc, ce qui apparaît, c'est la réalité des émotions. Et moi, je pense que pour que les gens aillent mieux, l'être humain aille mieux, il y a nécessité d'apprendre qu'est-ce que je fais avec tout ça. Plutôt que de mettre un filtre ou plutôt que de fuir dans le monde virtuel. Parce que quand je souffre dans mon corps, bah, j'aurais tendance à aller faire autre chose. Je fais attention au micro, vous inquiétez pas. Oui, non, je vois votre micro, puis je vois qu'on l'a très très bien installé parce que il tient bien. Il tient bien. Bon, allez, ça va. Donc vous grandissez effectivement avec presque, on peut dire, un espèce de mal-être ou un questionnement effectivement sur la vie en règle générale, mais vous allez quand même suivre un cursus scolaire, universitaire intéressant. Oui, j'ai fait mes études. Études de droit. Et alors, pour quelqu'un qui cherche la spiritualité, études de droit public, finances publiques et politique. Je veux dire, aux antipodes. Ah oui, là, c'était... Bon, c'était un peu le hasard. Fallait que je choisisse. Il fallait trouver un truc à faire, vous voyez. J'ai pas allé... Et rassurer les parents. Rassurer les parents, trouver un truc à faire. Alors, je me suis dit, tiens, droit, pourquoi pas. Bon. Mais c'était très intéressant au niveau de la formation mentale, en tout cas, et trouver une certaine structuration de l'analyse. Donc, je ne regrette pas et j'adore la politique. Bon, et peut-être vous aimez la politique, et d'ailleurs, vous êtes investi dans votre petit village. Vous l'êtes toujours? Oui. En politique, on va y revenir aussi dans quelques instants. Alors, politique, pas... on est une liste unique, on ne fait pas de politique politicienne, on va dire, mais investi dans le fonctionnement communal, en tout cas. C'est ça. En tout cas, vous êtes investi dans votre petit village, et puis vous avez envie de faire avancer les choses, on verra de quelle manière. Le chant. Le chant, la voix, la respiration. C'est ce que vous évoquez bien sûr dans votre livre. À quel moment arrive le chant? Est-ce que vous êtes cette petite fille, et ça me rappelle, c'est du vécu, est-ce que vous êtes cette petite fille qui chante régulièrement quand elle prend son bain, quand elle joue avec des amis? C'est vrai, vous étiez déjà, oh mon Dieu, vous étiez déjà dans cette... Oui, j'ai toujours chanté, et aussi quand j'allais pas bien, je mettais des cassettes à l'époque, et je chantais pendant des heures. Voilà. Et donc, et là, je pense que le fait qu'il y ait une respiration qui s'active, le corps, instrument de musique, ça donne un bien-être. Et après, donc j'ai continué, bien sûr. Quel répertoire vous aviez? Quand j'étais petite, Jean-Jacques Goldman. C'est vrai, suffira d'un signe quand la musique est bonne. Ouais, exactement. Et ensuite, alors, c'est là où vous commencez à prendre conscience de la respiration, de l'efficacité du chant et de la respiration? Non, j'en ai pas pris conscience. J'ai analysé ça après coup. Non. Et après, disons, j'ai commencé à chanter dans des groupes de jazz. Et après, je me suis formée comme prof de chant, et là, j'ai découvert l'instrument. Ça, c'est extraordinaire. Et ce chant, vous allez presque le professionnaliser. Où est la cassure? À quel moment vous vous dites, cet univers-là, parce que vous parlez de la nuit, vous parlez des saxophonistes, des batteurs, tous ceux qui vous entourent, etc., de la bande du groupe, la bande de potes, à quel moment vous vous dites, bon, je ne suis pas encore aligné avec moi-même? J'ai quand même bien fréquenté le monde de la nuit pendant une dizaine d'années, depuis le lycée jusqu'à 26 ans environ. Et les dernières années, il y avait quelque chose qui ne résonnait plus. Enfin, j'étais là, mais inconsciemment, je cherchais autre chose. Et là, j'ai commencé à lire des livres, à redécouvrir des livres que j'avais lus précédemment, notamment un sur le bouddhisme du Dalai Lama. Et à un moment donné, je me suis dit, je ne vais pas que lire, je voudrais pratiquer. Et je suis allée faire une retraite zen dans un monastère. Dans un monastère. Voilà. Et à ce moment-là, après, là, c'était clair. C'est celui-là Oui, la Gendronnière. C'est celui-là? Oui, c'est celui-là.
exactement. Et là, révélation? Révélation. Mais révélation au point de se dire, je change ma vie Oui. et je ne consacre ma vie qu'à ça. C'est ça. Alors, je ne me le suis pas formulé dans ces termes-là, mais j'ai fait cette retraite. Après, j'ai cherché où est-ce que je pouvais pratiquer, parce que dans la ville où j'habitais, il n'y avait pas de lieu de pratique. Et j'ai fait un petit tour de France, des lieux, et j'ai trouvé le monastère où je suis maintenant. Et 6 mois après, j'avais déménagé. Ouais. Alors, 6 mois après, vous déménagez dans ce monastère, et il y a ce monsieur. Voilà, Maître Wangen. C'est lui qui vous initie? Voilà, oui, oui, tout à fait. Il a fondé le monastère, et puis en 99. Et puis, donc, là, je l'ai rencontré plusieurs fois. Et puis, là, en premier, j'avais l'idée d'habiter Strasbourg, la ville à côté, parce que je ne pensais pas habiter à la campagne. Moi, je suis une citadine à la base. Hein. Oh là là, mais c'est tout l'inverse de ce que Ouais, vous c'est êtes ça. aujourd'hui. Hein. Et oui, c'est vrai. Et puis, et lui me disait, mais si tu as vraiment cette aspiration, pourquoi tu ne viens pas habiter dans le monastère et travailler 2-3 jours par semaine à Strasbourg? J'y avais pas pensé. Et voilà, donc ça fait... Et vous aviez déjà conscience de la rigueur qu'impose une vie dans un monastère? Oui, oui, oui. J'avais conscience de la rigueur. Ça m'a aidée parce qu'il y a une grande discipline, il y a une grande structuration de l'emploi du temps, donc ça a donné un cadre. Après, ce que je n'avais pas imaginé, c'est la difficulté des relations humaines. Parce qu'on vit avec les personnes 24 heures sur 24, enfin, pas 24 heures sur 24, mais on va dire 16 heures sur 24. On les voit tous les jours, et c'est ça l'aspect le plus dur, de se supporter les uns les autres. Ouais. Alors qu'on est dans un univers de tolérance, d'amour, de partage, et pourtant, c'est humain d'avoir ce ressenti-là. Bien sûr. Après, on aspire à ça, mais on n'y arrive pas forcément tous les jours. Et il y a le Dalai Lama qui dit un truc très intéressant, c'était qu'il y a ce principe de faire le bien. Voilà, faites le bien, mais, il rajoute, si vous n'y arrivez pas, au moins ne faites pas le mal. Et ça, c'est quand même déjà un premier pas de se dire, bah, je vais essayer de pas nuire à l'autre ou de ne pas lui dire des choses désagréables, mais je ne vais pas être non plus obligé tout de suite de trouver comment l'aimer, parce que des fois c'est juste on est à des univers on n'y arrive pas. Ça, c'est encore une notion déculpabilisante et c'est vraiment essentiel. Vous parlez de ce monastère, de cette vie dans ce monastère comme votre prison douce. Oui, en effet. C'est une prison? Si je dis ça comme ça va pas donner envie aux gens, mais en fait, comment dire, il y a un emploi du temps obligatoire. Il y a des gens qui sont sur place, on n'a pas choisi de vivre avec ces personnes. Peut-être dans une autre vie, on n'a rien en commun avec, etc. Mais en fait, ces obligations-là, elles vont structurer notre journée, elles vont nous motiver. Moi, si j'étais toute seule chez moi en ville, peut-être, sans doute, j'arriverais pas à me lever tous les matins à 5h30, à faire ceci. Et là, c'est le groupe qui m'aide, la structure qui est mise en place qui m'aide. Un exemple d'une vie dans un monastère, on a, alors c'est cliché, hein, levé très très tôt, couché relativement tôt. Tôt, oui, 9h30. Et puis évidemment toutes ces plages de réflexion, de méditation, d'introspection, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors matin et soir dans la vie quotidienne, et puis tous les 15 jours on a une retraite intensive avec plus de méditation par jour. Et après, toutes les activités de la journée, elles sont tournées vers ce qu'on appelle la pleine présence, c'est-à-dire on va manger en conscience, on va travailler en conscience, etc. Et sans parler. On parle quand même. Hein. Ça dépend des moments. Il y a des plages. C'est assez convivial, la vie. Moi, je me mets à la place, et en tant que père, je me mets à la place, mes enfants décident un jour de choisir la voie que vous avez choisie, de s'installer dans un monastère, vous allez y rester une vingtaine d'années. Votre entourage, votre famille, comment réagit-elle à ce moment-là? Alors, déjà, moi j'ai de la chance, c'est une famille avec une spiritualité. Donc, ils étaient un peu étonnés, ils sont venus voir. Quand même où j'étais. Mais je ne pense pas qu'ils aient été inquiétés parce que le bouddhisme, c'est aussi une religion assez, pas forcément courante, mais établie, on va dire. Donc, non, ils ont accepté? Oui. Ouais. Mais bon, j'ai eu de la chance, c'est que ma sœur et mon frère ont fait des enfants. Donc, du coup, moi, je n'avais pas la pression de devoir fonder une famille, etc. Ouais. Vous êtes l'aîné? Non, la deuxième. La deuxième. La deuxième. C'est vraiment, j'invite tous ceux et celles qui nous regardent à lire ce livre, hein, Danser au milieu du chaos. C'est aux éditions Flammarion. On est au cœur du chaos, là? On y est, oui. Mais on le sent, non?
Le problème étant de savoir, on pourrait se dire qu'à chaque période de la vie, il y a évidemment des périodes extrêmement difficiles. Et puis, ça revient, ça repart. C'est un peu les montagnes russes émotionnelles. Nos parents ont vécu des situations extrêmement difficiles, nos grands-parents, évidemment, encore plus. Vous avez vu le film sur Netflix, Don't Look Up? Oui, avec Caprio, bien entendu, qui a été plus ou moins compris. Parce que c'est tourné un petit peu d'une manière particulière. C'est-à-dire que... Vous voulez faire le pitch du film? Non, ce que je veux dire, c'est que dans ce film, il y a une sorte de prise de conscience impossible du chaos. C'est ça. Et moi, je pense qu'on y est. Et qu'il y a des dangers qui arrivent. Je ne veux pas être alarmiste pour vos spectateurs, mais que plutôt que de ne pas regarder, c'est intéressant aujourd'hui d'apprendre qu'est-ce que je vais faire avec ces émotions. Je reviens toujours aux émotions parce que c'est ce qui anime... On va en parler tout à l'heure, vous l'évoquez dans le livre beaucoup. Ce qui anime l'être humain. Les pensées, les émotions. De voir comment je fais pour vivre avec tout ça, avec toutes ces nouvelles inquiétantes, avec ces changements de vie, avec le spectre de la crise économique. Donc si j'apprends et je réussis, en tout cas, à aller vers ce chemin de prise de conscience de soi, ben, ça va être plus simple. Est-ce que la première étape, c'est de s'isoler comme vous le faites aujourd'hui? C'est toujours plus simple, un peu dans le silence, mais on peut s'isoler chez soi. Hein. Ouais. Sauf qu'on est très vite rattrapé aussi par la réalité. Oui, après, alors si les personnes ont la possibilité d'aller faire une retraite spirituelle de quelques jours, une semaine, plusieurs semaines, c'est super. Mais il y a tout un tas, notamment dans mon premier livre qui s'appelle Ma cure de silence, je donne tout un tas de pratiques, d'exercices pour essayer ça, cette connexion à soi à la maison. Donc voilà. C'est vraiment ce parcours de vie que vous avez que je trouve absolument fascinant. Et cette façon aussi, je vais faire un lien avec ce que vous disiez tout à l'heure sur la chanson avec Jean-Jacques Goldman. Ah oui. Quand Jean-Jacques Goldman a commencé... Je l'adore. C'est vrai. Vous l'avez rencontré ou pas? Non, jamais. Quand Jean-Jacques Goldman a commencé, vous vous souvenez, il y avait beaucoup de journalistes qui passaient leur temps à écrire sur lui en disant que ça serait un feu de paille, que ce garçon n'a aucun talent. Et il a d'ailleurs sorti un album en reprenant toutes les coupures de presse qu'il a mis dans son album avec les noms des journalistes qui lui pensait qu'il allait effectivement passer à autre chose très très vite. Et je trouve qu'il y a un lien avec vous, parce que vous évoquez dans le livre les journalistes, justement, qui ont écrit sur la méditation, et vous parlez de ce journaliste qui, en 2000, lorsqu'il vous parle de la méditation, vous dit « la méditation, c'est pas très sérieux ». C'est incroyable. En 2000, on pensait déjà ce genre de choses. En effet, oui, il y a des... Je pense que peut-être pour cette personne, c'était un peu un autre monde inquiétant, complètement hors de son schéma de pensée et de son monde médiatique, en fait. Et du coup, on était des huluberlus qui, voilà, sur les nuages. Sur les nuages, oui. À marcher pieds nus, bien entendu. À se nourrir d'air. Et à se nourrir d'air, c'est ce qu'on disait juste avant. Donc le bouddhisme, la méditation. Et alors en préparant l'émission, j'ai eu l'occasion de parler avec l'équipe de votre arrivée. Et il y a des gens qui me disent, mais la méditation zen, comment parler de méditation zen, puisque par définition, la méditation est zen. Ce n'est pas la peine de préciser zen. Or, c'est un courant. C'est un courant du bouddhisme, en Exactement. fait, voilà, qui est, on pourrait dire, qui est né avec Bouddha, mais qui s'est déployé en Chine et surtout, et après au Japon. Donc moi, je suis de la tradition japonaise. Enfin, j'ai reçu de maître Taisen Deshimaru, donc un maître japonais qui est arrivé en France dans les années 60. Et qui a eu beaucoup de disciples, qui a eu vraiment une grande influence et qui a appris la pratique de zazen. Alors zazen, c'est l'assise dans le bouddhisme zen. C'est la méditation zen, on va dire. Elle est venue à vous, ce ressenti, ce désir-là, de pratiquer de cette manière-là, ou est-ce que vous vous êtes cherché dans différentes pratiques de méditation? En fait, j'ai tout de suite trouvé celle-ci. Ouais. Bon, c'était à la fin des années 90, en l'an 2000, il n'y avait pas non plus autant de choix qu'aujourd'hui. La méditation, on n'en parlait pas trop. Hein. Et je suis allée sur Internet, c'était les débuts d'Internet, et j'ai trouvé le temple de la Gendronnière, et je suis allée tout de suite là. Et ce que j'ai aimé dans le zen, c'était que c'était accessible. Ça veut dire qu'il n'y avait pas trop de... de rituels étranges. Enfin, je comprenais ce qui se passait. Il y avait des mots japonais, mais je comprenais. Ceci dit, il y a une posture à avoir dans cette pratique-là. Il y a un cadre à respecter. Quel est-il? Il y a une posture très précise, notamment avec 5 points d'attention. Il y a une manière de respirer.
enfin de laisser être la respiration, manière d'observer les pensées. Et autour de ça, il y a oui, comment dire, une mise en scène, on pourrait dire, très, avec beaucoup de gestes alignés, un peu comme un sabre, vous voyez. Et donc, ça, c'est très intéressant. Le bouddhisme zen, ça donne une place essentielle au corps, donc à la manière d'incarner notre vie. Pas dans le mental, mais en revenant dans les sensations, dans le contact, etc. Et face à un mur. Face à un mur, très intéressant. Vous êtes obligé de vous regarder vous-même, du coup. Il n'y a rien incroyable. À voir. Non, mais c'est là où certains, effectivement, préconisent une méditation qui peut se faire dans les bois en marchant, une méditation qui peut même se faire... Hein. Et là, vous êtes face à un mur. Ouais. En fait, vous voyez l'œil, certainement vous avez eu des scientifiques ici ou des neuroscientifiques, mais l'œil est perpétuellement en agitation pour, on va dire, sécuriser l'environnement. Il vérifie qu'il n'y a pas un animal sauvage qui va attaquer ou autre chose, et recherche voilà, de voir le réel. Et donc, en fait, l'importance de l'œil dans la pratique, là on peut en parler 1 heure, donc je vais faire court, mais c'est que si on apaise le regard, on peut revenir dans le corps d'une part, et aussi le cerveau est moins agité. Voilà. Et ça, c'est une pratique qu'on peut faire dans les transports en commun. Les gens qui sont très pris mentalement, qui pensent à trop de trucs, juste baisser le regard. Et ça nous détend. Baisser le regard, qui ne veut pas dire fermer les yeux. Non, il faut garder une sorte de contact avec le réel. C'est Thierry Janssen. On part pas dans... Thierry Janssen disait, Bouddha, la représentation de Bouddha, les figurines à l'effigie de Bouddha, il n'a pas les yeux fermés. Ouais, il a légèrement les yeux entrouverts. Alors, on parlait des nouvelles technologies, on parlait évidemment de cette vie, des nouvelles technologies invasives. Vous dites qu'on parle de plus en plus de méditation, et c'est vrai, on est bombardé quand on est sur Internet de stages, de cours, de week-ends méditatifs, de retraits, etc. Et page 111, vous dites, page 111, vous dites, certains enseignants modernes, installés comme tels après 1 semaine de pleine conscience en Ardèche avec une nourriture biologique, rencontre avec les arbres et marche silencieuse et diplôme garanti, confondent royalement méditation et relaxation, méditation et développement personnel, méditation et méthode thérapeutique. Mais oui, alors, ça fait un peu... Ils vont être contents, ceux qui te regardent. Si vous préparez un petit week-end de retraite spirituelle et de méditation... Non, mais voilà, dans le bouddhisme zen et dans les autres branches bouddhistes, avant de pouvoir enseigner la méditation, il faut 15 à 20 ans de pratique. Voilà. C'est juste ça que je veux dire par là. C'est-à-dire qu'il faut avoir été dans le chaudron, il faut avoir... traverser plein de choses, plein d'épreuves, et après, avec une petite expérience, parce que même ça, c'est pas grand-chose par rapport à la capacité de notre mental à s'échapper, mais juste avec cette petite expérience, on va pouvoir accompagner les autres. Donc, ce qui est très intéressant dans la période actuelle, c'est que les gens découvrent la méditation. Donc ces personnes qui font les stages, après, ils vont proposer quelque chose. Mais il manquera quand même pas mal d'éléments pour accompagner les gens sur le long terme. Je vois Maître Wangen, lui, il a des disciples depuis 40 ans. Donc ça veut dire que c'est des parcours de vie, c'est pas une petite activité hobby qu'on va faire. C'est pas un petit week-end détente. Voilà. Et donc il y a vraiment un accompagnement, il y a vraiment... Sauf que là, vous mettez le doute. Et alors, comment choisir ? Ah, comment choisir ? Comment être sûr ? Ah non, on ne peut pas être sûr au début. Ce que faisaient les anciens moines et nonnes de Chine ou de Japon, c'est qu'ils prenaient 1 année ou 2 pour aller expérimenter. Donc, ils allaient dans différents monastères, dans différents endroits, dans différentes traditions. Et après, ils choisissaient leur voie. Mais alors, le fait de partir en week-end comme ça, un petit week-end méditatif, une petite retraite spirituelle, négatif, c'est bon quand même. Très bien, oui, même si on reprend le cours normal d'une vie c'est stressante. Important, de toute façon, à partir du moment où on va être confronté au vide, c'est bien. Et à l'ennui. Si dans votre week-end de méditation, vous ne vous ennuyez pas, si ça n'en était pas un. Il faut s'ennuyer. Oui, alors c'est pas obligatoire. Il faut avoir la sensation de se dire je vais rentrer chez moi. Voilà. Un maître spirituel disait si vous n'êtes jamais ennuyé pendant la méditation, vous n'avez pas commencé la pratique. D'accord. Voilà. Et ce qui veut dire par là, c'est que ce n'est pas un loisir. Donc souvent, on arrive, on va avoir un week-end, il y a ça, et puis après, on peut aller au massage. Et puis, mais c'est pas ça, on ne parle pas de la même chose. C'est rude un peu. Oui, c'est rude, oui, c'est beaucoup plus... Et vous aimez
Oui, parce que cette dureté? alors, il n'y a pas que ça, hein, parce qu'on passe ça, et une fois qu'on a accepté ou accueilli la difficulté, il y a aussi la merveille de la joie, de l'amour, de tout ce qu'on peut voir, contempler, etc., avec la même intensité qu'on aura accepté de ressentir les autres émotions. La notion du temps, Kankyo, Oui. ça c'est très important. Et quand le temps s'apparente à la méditation, ou inversement, la méditation et le temps. Et là aussi, il y a une espèce de, pas de polémique, mais il y a du questionnement sur ça. Est-ce que méditer 1 minute, c'est tout aussi bien que méditer 1 heure et demie? Il faut méditer toute la journée, en fait. Et la méditation, à la fin, c'est beaucoup de choses, mais on pourrait le résumer avec une attention large de ce qu'on est en train de vivre. Donc quand on médite, quand on est dans notre corps, quand on ressent notre respiration, quand on regarde vraiment les gens, quand on voit les paysages, vous voyez, c'est une façon d'être. Donc c'est ce qu'on appelle le gyoji, la pratique continue. Et c'est prendre conscience aussi de toutes les fois où on s'échappe dans le mental. Quand on prend conscience, on médite. Quand on prend conscience, on médite. Ça, je vais retenir cette phrase, qui est une phrase déculpabilisante aussi par rapport à ceux qui ont des difficultés dans la méditation, nom de Zeus. Chaque fois que vous vous dites « Ah, j'y étais pas ouais. », vous avez pratiqué, vous pouvez faire « Ouais ». C'est 1 seconde de méditation. C'est super, chaque fois qu'on se rend compte qu'on est à l'ouest, on a pratiqué. Alors, encore une fois, une vie dans un monastère, dans une prison douce, on pourrait s'imaginer que vous viviez reclus, que vous êtes complètement déconnecté de tout. Pas du tout. Vous avez une vie tout à fait normale. Presque. Oui, presque. En tout cas, qu'il l'est pour vous. Oui. Elle est normale pour vous. Est-ce que vous êtes heureuse aujourd'hui? Oui, vraiment. C'est vrai? Vous avez trouvé véritablement votre... Oui, depuis quelques années, vraiment, c'est chouette. On va parler de la ferme que vous avez mis en place, la ferme Kibo. Ah, c'est les photos du début. Hein. Ah oui, c'est les photos du début. Ça. Alors, j'ai pas trouvé d'autres photos. Il y a 3 ans. Ça a évolué depuis. Oui, il y a eu des travaux. Oui, beaucoup de travaux. Elle est où, cette ferme? Alors, elle est donc en Alsace également. Elle est à 300 mètres du monastère. Ouais. Et du coup, moi, ma vie s'articule entre les 2 lieux. Hein. Je fais les pratiques spirituelles, la méditation, les repas au monastère, et puis les activités avec les animaux, la permaculture à la ferme, au Kibo. Comment vous est venue cette idée, alors, d'abord de recueillir les animaux? Ils sont là ou pas? Oui. Là, je suis plus concentrée. Les animaux, ils ont un pouvoir d'absorption assez on le voit d'ailleurs, intense. j'ai illustré avec quelques photos. Ah, oui. Ce sont des animaux... Ça, c'est mon cheval Efstur, c'est-à-dire la suprématie. C'est un cheval islandais, il a bientôt 30 ans, et c'est le papa des autres. Ouais. Il est magique. C'est lui, voilà. C'est lui aussi. Ouais. Et là aussi, pour ceux qui aiment les chats. Là. Voilà. Et là, il y a une communion. Oui. Ouais. Et à chaque fois que vous voyez ces photos, ça vous touche, hein? Ça vous touche. Alors donc, vous recueillez ces animaux? Oui, voilà, l'idée de... Donc, pourquoi cette ferme a été créée? Il y a 3 buts. Le premier, c'est que je voulais un endroit aussi de pratique spirituelle. Donc, je voulais pas juste créer un refuge animalier, mais que l'emploi du temps suive le même emploi du temps que le monastère. Parce que la spiritualité, c'est hyper important dans ma vie. La deuxième chose, donc les animaux, les chevaux, les chiens, les chats, parce qu'ils sont là et c'est un autre rapport aux autres. Et puis la permaculture et l'aspect résilient, c'est en lien avec ce dont on parlait juste avant, sur l'avenir climatique, etc. On va en parler. Et l'idée d'incarner au quotidien les changements possibles. On va en parler justement du climat, mais restons sur cette fameuse petite prison douce que vous évoquez avec cette ferme. Qui peut venir? Tout le monde. Ouais. C'est ouvert à tous, à condition d'être OK pour suivre l'emploi du temps monastique. C'est une ferme monastique, on pourrait dire. Donc vous pouvez le lire si vous voulez. Ça va déjà calmer pas mal de gens. Un petit réveil à 5h45. Voilà, alors, mais là, en ce moment, réveil à 5h45, c'est-à-dire vous êtes au milieu d'une forêt, imaginez, vous allez entendre les premiers oiseaux du jour. Ça vaut le coup quand même. Non? Oui, non, c'est sûr.
Petit réveil à 5h45. On est à 50 km de Strasbourg. Oui, ouais. Donc, Un tout petit village. un petit mois de décembre, un petit mois de juillet, un petit mois de janvier ou de février à 50 km de Strasbourg à 5h45. Non, il ne fait pas si froid que Non, il ça. fait pas Il y a froid. du chauffage. Hein. Il y a du chauffage. Oui, oui. Non, non, il ne fait pas si froid que ça. Puis le matin, on va traverser un bout de forêt sur 200-300 mètres pour aller au monastère. Il y a personne. Enfin, c'est magique. Ouais. Et puis, alors, on parle de ces fameuses phases, en tout cas ces emplois du temps, avec ces petites cases de réflexion, de méditation. 6h30, méditation. Voilà. Où est-ce qu'il y a une autre pause encore Le soir, à 18h45. À 18h45. Et puis les repas sont en silence. Donc c'est une bonne occasion de se concentrer sur ce qu'on est en train de faire. Combien vous pouvez accueillir de personnes Au Kibo, à la ferme, 15. Ouais. Et au monastère, qui est juste à côté, 80. Et donc du coup, vous avez ce monde-là? En ce moment? Oui. L'hiver, il y a moins de monde. Oui, bah oui. Peut-être qu'ils se disent comme vous. Sans doute. Mais en général, il y a pas mal de monde, oui, des gens qui sont intéressés. Après, on envoie toujours l'emploi du temps avant pour que les gens réalisent que ce n'est pas juste une ferme pédagogique ou un lieu de bien-être. Oui, c'est ça, c'est pas un spa. Hein. C'est pas un spa. On est d'accord. Il y a un rituel, il y a des rituels, et notamment le rituel de l'eau que j'ai découvert. Page 257, vous en parlez. À la fin du déjeuner, que faites-vous? On va offrir l'eau à la nature. Alors, il y a deux moments, hein, mais le matin, au réveil, le responsable de Sesui, le rituel de l'eau, va sur chaque hôtel prendre les petits pots d'eau qui sont installés et puis rendre l'eau à la nature et remettre une eau fraîche. Et symboliquement, ça signifie, le soleil peut se lever, on repart dans quelque chose de neuf. On ne se lève pas le matin avec les habits de la veille ou les préoccupations de la veille. On se relance dans quelque chose de neuf. Et idéalement, on ferait ça à chaque instant, bien sûr. Comment est-ce que s'autofinance parce que, pardon de poser cette question, la raison. spiritualité nécessite aussi à un moment donné certains moyens pour qu'elle perdure. Et que vous puissiez accueillir, travailler les infrastructures, les améliorer, les techniques, etc. Alors imaginez, c'est comme une famille qui achète une maison ou un appartement. Donc on a fait un crédit bancaire et puis il y a, on doit avoir environ 3 000, 4 000 euros par mois. Pour parler de finances, de revenus, pour pouvoir tout financer. Et donc c'est à travers des dons pour les animaux. Donc là, les gens sur le site peuvent contribuer, parrainer des animaux. La deuxième chose possible, c'est quand les gens viennent en retraite, ils payent une certaine somme. Et donc ça va aider aussi. Et puis la troisième grosse source de financement, là pour le coup principal, c'est que moi j'anime pas mal d'ateliers. Des ateliers, Voilà, des stages sur la voix, des ateliers sur la méditation, etc. Et ça finance le lieu. Est-ce que ceux qui pratiquent la méditation zen, qui sont dans cet univers bouddhiste et qui n'ont pas nécessairement ce rapport à la nature et le fait de pouvoir, la chance de vivre dans une ferme comme celle-ci, est-ce qu'ils sont quand même en adéquation avec cette spiritualité qu'ils recherchent? Oui, il n'y a pas de nécessité d'être au milieu de la forêt pour être dans la spiritualité. C'est plutôt un état interne. C'est comment on se sent avec le monde, avec la vie. Et la vibration spirituelle, elle est partout. Elle est dans ce studio, elle est dans Paris, bien sûr. Vous la sentez bien dans ce studio? Oui, mais et vous? Parce que c'est chacun qui l'a fait vibrer, vous voyez? En tout cas, je m'y sens bien. Vous y sentez bien? Oui, sincèrement. Sincèrement, quand j'arrive ici dans le studio, je me dis, parfois je peux même fermer les portes, être complètement isolé, c'est évidemment insonorisé, mais du coup on se retrouve effectivement dans cette espèce de bulle qui fait du bien mentalement. Et ça c'est très important. Donc pour ceux qui sont intéressés évidemment par la ferme, je vous invite à aller sur ce site, kibo-zen.org. Vous aurez toutes les informations avec des nouveautés pour 2022 sur les ateliers et les stages, je crois. Oui, voilà. Vous voulez en dire un mot? Oui, j'organise des ateliers en ligne, donc c'est aussi l'idée que les gens qui ne sont pas sur place puissent pratiquer. L'atelier de méditation, on a un stage de chant ce week-end, on a pas mal de choses. Donc vous continuez à chanter? Oui, alors là c'est un chant, ça va être chant des mantras. Oui. C'est plus le même chant. Mais après, je vais quand même enseigner la technique vocale, c'est-à-dire placement de la voix, respiration, résonance. Donc vous gardez encore des acquis de l'ancienne vie, si je puis dire. Oui, la voix, c'est un chemin qu'on peut explorer, n'est-ce pas? Et qui vous,
Et qui vous aide dans votre spiritualité? Oui, Ouais. qui m'aide, ouais, ouais. L'enseignement, c'était aussi quelque chose d'important. Vous avez déjà enseigné lorsque vous donniez les cours de chant. Résultat, aujourd'hui, l'enseignement, le fait de communiquer comme ça. C'est ça, je disais que vous êtes une nonne bouddhiste rock'n'roll 2.0, parce que, je peux dire ça, c'est Ouais, pas... allez-y. C'est vrai, ça vous gêne? Non, rock'n'roll, j'aime bien. Rock'n'roll? Ouais. Bah, en aimant Jean-Jacques Goldman, vous êtes rock'n'roll. Ouais. Vous, c'est de la pop, enfin, c'était pas trop. Moi? Non, je Ah non. disais, c'est de la pop. Oui, c'est de la C'était pop, pas du oui, c'est gros de la pop rock française. AC/DC. Enfin, il y a quelques guitares saturées Ouais, quand même. ouais. Voilà. Michael Jones, ouais. Michael Jones, évidemment. Tout ça. vrai. Il y avait d'autres références musicales que vous aimiez? Beaucoup, j'ai un peu tout exploré. Des Sex Pistols à NTM. Ah oui, oui. Mais l'univers je est très large. je suis née dans le 9-3 à Clichy-sous-Bois. D'accord. Donc quand j'étais un peu après Jean-Jacques Goldman, j'ai écouté NTM. Ouais. NTM, ouais. Et alors, est-ce qu'il vous arrive, sincèrement, d'écouter encore de la musique comme ça, dans la ferme ou dans le... Non, Pourrait non pas. plus trop. Non. Après, si j'entends Jean-Jacques Goldman qui passe, ça va, mais disons, de temps en temps, ça pourrait être possible, mais j'ai tellement d'activités. Oui, c'est ça, vous avez autre chose à faire en ouais, même j'ai temps autre que... chose à faire, ouais. très clairement. Alors, on va parler, parce que c'est aussi quelque chose d'important dans votre livre. Je rappelle, Danser au milieu du chaos chez Flammarion, Canquiotanier, le climat. Vous dites la fin du monde, la fin d'un monde, et vous précisez la fin d'un monde. Et vous dites, attention, cette lecture peut être déstabilisante pour un public non averti des problèmes climatiques. Vous en voyez? En fait, je pense que là, les 2 dernières années, il y a eu quand même une grosse prise de conscience. J'ai écrit le livre il y a 2 ans. Oui, en pleine période Covid. Covid, ouais. Juste je l'avais commencé avant et je l'ai terminé juste au début. Et en fait, maintenant, ce dont je parle, oui, ça envoie, mais c'est quand même un peu... Maintenant, c'est plus grand public, on va dire. Voilà. Et moi, c'est ces prises de conscience de l'état de la Terre, de l'extinction des espèces animales. Enfin, j'ai eu, comme ça, il y a 4-5 ans, beaucoup de lectures dans le courant de la collapsologie aussi, Pablo Servigne, Vincent Mignereau, etc. Et ça m'a séché, par contre, là. Là, j'ai passé quelques mois, je pense que c'était une dépression. Je ne pouvais plus bouger. J'avais cette idée de ferme. Je ne pouvais plus, parce que j'imaginais le pire, etc. Donc il a fallu vraiment tout un cheminement pour pouvoir relancer la machine, etc. Oui, parce que vous parlez même de vision d'apocalypse. C'est déjà le cas. Ce qui se passe à Madagascar à cause du changement climatique, il y a des gens en famine. Vous voyez les feux de forêt je sais plus, en Australie, les 55 degrés il faisait au Canada cet été. Enfin, il y a déjà ça. Après, les pays les plus riches, ils vont s'en sortir mieux, mais dans les pays pauvres, là, c'est déjà... Oui, vous dites aussi, vous, moi, n'allons peut-être pas vivre aussi longtemps que prévu. Vous, moi, allons sans doute manquer du nécessaire. Vous, moi, allons peut-être voir mourir nos enfants, parents, animaux familiers, faute de médicaments. C'est possible. On ne sait pas qui va s'en sortir le mieux de tout ce qui va venir, mais je ne sais pas si vous étudiez un petit peu... comment dire, il y a des signaux d'alerte sur des crises économiques graves qui sont déjà présents. Il y a déjà une extinction des espèces, comme je le disais. Et aussi maintenir le niveau de vie que l'on a actuel avec toute cette consommation, ça ne va certainement pas être possible. Il y a aussi Jean-Marc Jancovici qui en parle à longueur de conférences. Ça commence à être entendu, il a été interviewé dans Quotidien, une chaîne grand public. Et donc, c'est pas que moi qui dis ça. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a vraiment le sentiment que... Parce qu'il y a énormément d'auteurs qui clament ça, qui s'insurgent, qui s'inquiètent, qui essaient de sensibiliser. On entend, mais on n'écoute pas nécessairement. Non, c'est le déni cosmique. C'est ce qu'il y a c'est pour ça que je parlais de la série qu'il y a sur Netflix. Oui. Qui dit on ne va pas regarder comme ça. Pourquoi? Parce que le cerveau a cette impossibilité de se projeter trop loin dans les choses inquiétantes, vous voyez. On est motivé par des trucs immédiats. Donc là, 2030, 2040, c'est trop loin. Je ne réalise pas que c'est maintenant. Et alors, je peux vous dire que dans le petit monde médiatique, je connais effectivement des journalistes qui traitent de ces sujets, qui font d'ailleurs des émissions sur cela. Et en off, comme on dit, on discute souvent. Et souvent, les gens me disent, ces journalistes me disent,
le mal est fait et c'est trop tard. Oui, mais tout le monde le dit, ça. Les scientifiques le disent depuis une vingtaine d'années. Hein. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est ça la réalité. Parce que vous dites une il y a des question. solutions. Vous dites il y a l'urgence climatique, mais surtout des solutions possibles, et vous en donnez. Alors, dans mon monde... Oui, dans votre monde. Non, il y a un truc important, c'est qu'il faut éviter le mot solution, parce que ça pourrait, comme vous dites, le mal est fait. Donc, ça ne va pas vraiment être des solutions aux problèmes climatiques, puisqu'il n'y en a pas, puisque les conséquences de nos actes, ça c'est le karma, hein, des siècles derniers, vont se réaliser. On peut inverser la tendance pour dans longtemps. Enfin, inverser, changer un petit peu la courbe. Ce qu'on peut faire, il y a 2 niveaux de travail, à mon sens. C'est d'une part, on va en parler juste après, c'est comment je fais avec toutes ces émotions de peur, de sentiment de perte, de deuil par rapport à ma vision du monde. Donc ça, moi, c'est mon thème. Hein. Vraiment, j'essaie de former les gens à ça, d'attirer l'attention. Je ne vais pas pouvoir changer le futur, mais comment est-ce que les gens peuvent devenir plus solidaires les uns les autres, accepter leurs émotions, etc. Et le deuxième point, c'est dans la situation actuelle, qu'est-ce que je peux déjà faire pour être sur une résilience, c'est-à-dire décroître, arrêter de consommer, arrêter de consommer beaucoup moins, me poser une question quand j'ai un objet, d'où vient-il, qui l'a fabriqué? Moi, si c'est un objet qui a été fabriqué dans la souffrance, j'en veux pas. Si c'est un animal qui a été tué dans la souffrance, ce qui est toujours le cas, j'en veux pas. Enfin, là, je commence à m'emporter parce que c'est mes thèmes, vous voyez. C'est ce qui m'anime. Mais c'est beau, c'est noble, c'est une évidence, et pourtant? Et pourtant, il y a un déni. Enfin, je vais pondérer, c'est-à-dire il y a de plus en plus de gens qui ont envie de faire ces changements-là. Après, chacun évolue à son rythme. On peut pas... Mais il y a une prise de conscience. Prise de conscience, je pense. Oui, il y a une prise de conscience. Vous parlez de l'entraide, évidemment, des initiatives locales, et on parlera de votre investissement sur le plan local dans votre petit village. Vous parlez des dons, avec la décroissance également. Changer notre rapport au temps, créer une ligne de vie, ça veut dire quoi? Créer une ligne de vie. Ah oui, bon, ça c'est quelque chose qui vient de l'hypnose, en fait, que j'ai appris dans mes études d'hypnose. C'est une manière de se représenter. Alors là, c'est un travail d'imagination. Une manière de se représenter le futur, de placer les étapes de vie dans le futur, et puis de voir pour que ce soit aligné par rapport à nos valeurs. Et vous dites aussi ceci, que je trouve très intéressant, le salut de notre existence se trouve dans la connaissance, c'est-à-dire quand on parle de contemplation, quand on parle d'assises, de méditation, on en revient toujours à ce travail d'introspection, d'intériorité essentiel. Essentiel. Connaissance, pas dans un sens intellectuel, mais connaissance dans un sens incarné. Et vous vous rendez compte, parce que moi j'entends ce discours, j'adhère, et je suis convaincu que tous ceux et celles qui nous regardent adhèrent complètement à cela. Mais vous vous rendez compte qu'il y a une commission de la Miviludes, qui est chargée de vérifier les mouvements sectaires de différentes peut-être associations, fondations et autres, qui ont décidé d'interdire la pratique de la méditation dans les écoles, les lycées et les collèges. Mais ça ne marche pas, je crois. Mais alors, il y a une levée de bouclier, il y a eu une levée de bouclier, mais enfin, la démarche, c'est là, il y a un grand vide entre ce que l'on dit, ce que l'on préconise, ce que l'on ressent, ce qui est une évidence, et ce que l'on nous impose. Oui, après, c'est un groupe de personnes qui ont une utilité, je pense, parce que les sectes, en effet, c'est quelque chose de terrible. Et puis, il y a une emprise mentale, et puis il y a des gens qui en meurent. Vous savez, quand on parle de spiritualité, beaucoup associent ça au côté donc sectaire. C'est nécessaire de faire ce travail. Après, c'est, comment dire aussi, le danger de ces groupes-là, c'est qu'il y a un prisme d'analyse qui est suspicieux par rapport à tout ce qui est un petit peu nouveau. De la même manière, j'ai une amie nonne qui est policière. Voilà, c'est son travail. Elle travaille sur la délinquance numérique, notamment au niveau des abus sexuels sur Internet. Et donc elle, quand elle rencontre des gens, on en a parlé, elle a une sorte d'alerte permanente. C'est une formation mentale. Elle ressent. De voir chez la personne les éventuels coupables, enfin les éventuels prédateurs. Mais elle s'en rend compte. Bon, elle l'étudie aussi puisqu'elle est nonne, donc elle va aussi analyser ça. Donc c'est aussi des prismes de vision.
Mais bon, pour répondre à votre question, oui, je pense que la méditation est utile à n'importe quel âge comme outil de connaissance. Et on voit d'ailleurs que c'est utilisé c'est pratiqué dans beaucoup d'autres pays. Oui, Je pensais notamment au Canada, c'est le premier exemple qui me vient. Et il y a de temps en temps des sessions de 5-10 minutes pour des collégiens en méditation, Bah oui. en groupe. Ouais, et ouais. on sent au fur et à mesure de l'année l'évolution, l'apaisement qu'il peut C'est y avoir vraiment chez ces nécessaire. enfants. C'est une C'est vraiment évidence. Comme les nécessaire. cours de chant, Ça fait partie comme de les la cours de chose. théâtre. Ouais, ouais, ouais. C'est la même chose. Comme les cours de prise de parole en public. Après, peut-être que la méditation, ça va aussi donner un autre rapport à la vie, c'est-à-dire apprendre que le mental n'est pas tout, qu'il y a un outil mental, mais qu'on n'est pas obligé de suivre toutes les pensées qui déferlent dans notre tête. Et donc, c'est vraiment apprendre aux jeunes une liberté. Voilà, la méditation, ça veut dire liberté. Donc ça, je trouve que c'est vraiment nécessaire. Hein. La liberté de l'esprit. Liberté de l'esprit, liberté, d'une autre forme d'esprit. Une autre forme d'esprit. On a un petit rituel, Kokyo, dans cette émission. Le petit rituel, c'est de proposer justement les 8 mots. 8 mots. Et vous me dites ce que ça évoque pour vous. Ces mots vont s'afficher sur l'écran qui est ici. En une phrase, en un mot, en plus, en dissertation si vous le souhaitez. Mais, cool, un jeu. Voilà. C'est le petit happening de l'émission, c'est de proposer justement des mots. Voici le premier, révolte. Est-ce que, la question qui découle de ça, quand j'ai mis ce mot, est-ce que vous... C'est toujours les mêmes mots pour tous les invités? Non. D'accord. Non, je change en fonction de ce qu'il y a dans vos ouvrages, de l'aspiration et de ce que vous proposez. Révolte, est-ce que vous l'êtes? Oui, oui, oui. Alors, entre l'agir et le non-agir. Donc, pour moi, la révolte est nécessaire dans le sens de ne pas suivre, comment dire, ce qui est logique. Donc, c'est une capacité de se décentrer et aussi d'agir, de prendre toute l'énergie pour faire. Voilà. Donc ça vient souvent d'un sentiment d'injustice. Voilà, des choses qui vont nous mettre en action. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Non, est-ce que vous l'êtes? Je peux l'être, oui. Ouais, c'est ça qui est... Et vous savez pourquoi j'aime votre discours? Parce que vous n'êtes pas installée sur un nuage, pieds nus, à ne manger que de l'air. Ouais. Et vous êtes aussi humaine avec vos faiblesses et vos failles. Ouais. Bah, je pense pas que nécessairement la révolte soit une faille, ça dépend de quelle manière elle s'exprime. Et plutôt, on n'est pas passif. Hein. La sagesse, en fait, c'est de savoir quand agir et quand ne pas agir. C'est justement à cet endroit-là. Donc, je ne vais pas agir aveuglément, mais quand c'est nécessaire de manifester, je le fais. Un mot que vous n'aimez pas? Solution. Solution, vous l'avez déjà dit tout à l'heure, mais vous le dites dans le livre, j'ai horreur de ce mot. En référence avec le problème climatique. De chercher des solutions au problème climatique, c'est trop tard. Ouais. Donc, par contre, c'est comment on va faire pour traverser ça ensemble. La France. Vous avez dit une phrase dans le livre. Oui. La France, ce n'est pas le pays des droits de l'homme, c'est le pays de la déclaration des droits de l'homme. Et la nuance est importante. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Oui. Je ne sais plus qui le dit. Mais vous l'évoquez effectivement dans l'ouvrage. Voilà, c'est ça. Il y a, des fois, je suis aussi le travail de Cédric Héroux à La Roya. Et la manière dont les migrants sont traités à Calais ou dans les zones de frontières, par exemple, je pense que ça correspond tout à fait à ce mot-là. Et ça mériterait certainement des réflexions éthiques sur... je trouve ça inadmissible, en fait. Là, ça va avec révolte. Avec révolte. Vous êtes un volcan à l'intérieur, hein? Non, ça va, mais là, vous me lancez sur des thèmes. C'est pas des choses simples de se dire qu'il y a des gens qui sont en train de mourir sur des frontières parce qu'ils n'ont pas eu les conditions de vie possibles chez eux et qu'on fait comme si on voyait rien ou on leur arrache leur tente. C'est pas correct. Enfin, c'est même rien de le dire comme ça. Lego. Lego. Ah ouais, je jouais beaucoup au Lego. Non, c'est pas ça. Non, rien à voir. J'ai joué aussi au Lego. Lego, c'est pas un ennemi. Oui, c'est ce que vous dites aussi. Trop souvent connoté négativement, l'ego n'existe pas. Alors là, il me faut longtemps pour développer ce thème.
c'est ce qu'on appelle le non-soi, l'anatman dans le bouddhisme. C'est une notion un petit peu complexe, mais qui dit simplement qu'on n'est pas une personnalité fixe qui se réincarne d'instant en instant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des pensées qui apparaissent, des émotions, des sensations physiques, et la mémoire et des capacités cérébrales vont agglomérer tout ça pour donner l'idée de quelque chose qui est dans la continuité. Mais si on peut apprendre à prendre les choses image par image au lieu du film complet. Donc l'ego, dans tout ça, on pourrait penser que c'est quelque chose, comme c'est une illusion, qu'on devrait mettre de côté. Voilà. Mais on peut aussi utiliser nos capacités neuronales, notre capacité d'analyse pour aller dans la spiritualité. Donc il y a les deux voies. Lâcher l'ego et l'utiliser. Et l'utiliser, absolument. En tout cas, ce n'est pas du tout que négatif. Non, non, grâce à l'ego, on va se mettre à pratiquer la méditation. C'est ça. Ou on va aller aider des gens à la Roya. Émotion, ça va avec les pensées. Oui, alors moi, émotion, je mettrais plutôt avec le corps, en fait. Parce que c'est un point clé, ça. C'est quand on vous fait pratiquer la méditation, la première chose qu'on va faire, c'est vous inviter à revenir dans le corps. Donc il y aura des trucs désagréables, ça tire, c'est trop long. Et, voilà. Et puis dans le corps, il y a toutes les émotions. Alors quand on a peur, on dit on a la gorge serrée. Tout se manifeste dans certaines parties du corps. Donc la pratique, ça va, en étant immobile comme ça, c'est d'apprendre à ressentir. En général, la plupart des gens ne veulent pas voir, ne veulent pas sentir et vont s'extraire dans le mental, chercher tout de suite des solutions aux émotions qui sont mentales au lieu d'accueillir. Parce que quand on accueille, naturellement, ça va perdre de son influence. Vous voyez ? On va se rendre compte que cette émotion, cette sensation, en fait, elle apparaît, elle disparaît. C'est ça. Elle n'est pas fixe. Et du coup, ça donne une très grande liberté intérieure. Ça veut dire, quelles que soient les choses que je vais vivre dans ma vie, je vais avoir les émotions. Je suis vivante. On ne peut pas faire autrement. Non, puis ce serait chiant. C'est sûr. Je veux dire, si être spirituel, c'est être désincarné. Vous savez, l'équanimité. Il faut être équanime. Ouais. C'est fatigant. Oui, donc c'est ça en fait, c'est constater l'émergence de ces pensées voilà. Et de ces émotions. Et puis rien que le fait de les constater, c'est ça. Elles disparaissent. Elles disparaissent, en tout cas, elles passent. Ça. Voilà. À condition que tout de suite après avoir constaté, il n'y ait pas notre mental qui dise « Ah tiens, ça c'était ça, c'est parce que machin, truc ». Ouais, mais ça, on peut aussi l'observer. Ouais. Ça va très très vite. Ouais, ça va très vite. C'est vrai qu'il faut maîtriser tout ça. Erreur. Erreur, oui. Est-ce que vous en avez fait? Jamais. Non. Alors, moi, je suis quelqu'un, je dois le dire, c'est le bon moment. Confessez-vous. Je n'ai jamais fait d'erreur. Oui, erreur, il y a un maître zen qui disait « Vivre, c'est aller d'erreur en erreur ». Tout est dit. Internet. Internet. Dans votre vie? Grand hypnotiseur, très utile pour le lien social et puis pour faire connaître les idées qu'on est en train d'évoquer ensemble. Et grand piège, c'est-à-dire on a un double niveau de virtuel. On a notre mental qui nous hypnotise, c'est-à-dire qui est en train de se représenter la réalité au moment où on la vit, au lieu d'être dans la spontanéité du présent. Oui. Et on a Internet, qui nous happe. Donc avec le métavers, ça va être pire, mais on est happé dans un autre monde, on n'a plus de corps, on n'a plus d'émotions, enfin, on ne les ressent plus du moins, et donc c'est extrêmement dangereux pour une pratique spirituelle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser, moi je travaille avec, mais en conscience et en éteignant régulièrement. C'est ça, il faut modérer tout ça. Ouais. Beaucoup. Et je ne suis pas sûr qu'on aille dans ce sens. Non. Non, ça va vers de plus en plus de virtuel, parce que ce monde virtuel, il est rassurant. Oui, qu'on se le crée. Oui, c'est comme un doudou, quoi. Oui, bien sûr, on peut se créer notre vie rêvée sur les réseaux sociaux ou dans les futurs outils qui sont en train de créer, là. Ah, jazz. Le jazz. Oui. Eh bien, un grand bonheur, le jazz. Une magnifique musique. Ouais. Les chanteuses de jazz qui m'ont inspirée. Il y en a eu beaucoup. Ella Fitzgerald, d'autres. Diane Reeves, grande chanteuse. Et voilà. Est-ce que,
Alors évidemment, ce n'est pas votre pratique, la méditation zen, la musique. Est-ce que le support de la musique Pour pour pratiquer, pratiquer? c'est pas recommandé parce que la musique a un pouvoir de nous entraîner, nous emmener. C'est pour ça Ça qu'on peut va aider avoir. aussi. Oui, mais c'est pas ça méditer. Vous voyez, là, ça pourrait être intéressant, la musique pour s'apaiser, mais ce ne sera pas une méditation. Méditer, c'est être dans le réel. Donc tout ce qui nous entraîne ailleurs, tout ce qui nous distrait, on essaie de l'enlever. Donc toutes les méditations, on va dire, guidées avec support musical, c'est pas une bonne chose? Ça peut être une étape, parce que se retrouver directement dans le vide, c'est dur. Donc, en tout cas, des méditations guidées avec une voix, donc quelqu'un qui nous aide Ouais. à faire les étapes quand on débute, c'est très bien. Moi, j'en propose beaucoup sur mon site qui sont accessibles gratuitement. Mm. Mais rajouter des fonds sonores, rajouter des choses comme ça, si on est très agité, que ça nous rassure, oui, mais pendant une petite période. Mm. Après, il faut plonger dans le vide. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, cet univers de la méditation, spécifiquement la méditation, hein, pas nécessairement le fait d'avoir choisi Ah, la d'accord. voie du Ouais. bouddhisme en tant que nonne? Essentiellement de savoir que je ne suis pas mes pensées. Ça, c'est la liberté totale. Ça veut dire quand des pensées apparaissent, des émotions, et que j'en suis consciente, bah, je peux les suivre ou pas. Donc ça, c'est génial. Ça veut dire c'est une forme de liberté intérieure, quoi. Parce que vous êtes libre. Ouais, pas tout le temps. Hein. C'est vrai? Non. Un petit mot sur votre engagement politique pour terminer l'émission. Vous parliez justement de ce petit village. Qu'est-ce que ça veut dire quoi l'engagement politique? Qu'est-ce que vous y faites? Politique au sens de la vie de la cité. Alors, Ouais, hein. ouais. Et ben, moi, je suis conseillère municipale depuis, c'était quand les élections 2 ans. Et donc, qu'est-ce que j'y fais? Alors, je m'occupe de la page Facebook de la commune. Et puis, de communication, de faire savoir ce qui s'y passe, etc. Il y a pas mal d'associations sur cette commune de Weiterswiller, connue dans le monde entier, Weiterswiller. Et puis là, par exemple, on a lancé un projet le jardin des coucous, parce que les habitants de Weiterswiller s'appellent les coucous, Kuckucks en alsacien. D'accord. Et ça va être un jardin partagé. Donc, dans une semaine, on plante 11 arbres. Et ça va être magique. Les familles vont venir planter des arbres. On va faire un vœu. Fabuleux. Et c'est des arbres fruitiers. Donc, en plus, on va travailler sur la résilience alimentaire du territoire, parce que ça, c'est aussi un grand thème. Je remarque que vous n'êtes pas venu avec un petit kouglof. Non, parce que je suis végane. Mais, Parce que je fais un fan absolu de vous êtes un kouglof. fan de Ah, kouglof. mais Je suis désolée. kouglof Vous ne me l'aviez pas dit, en tout cas. Non, en plus, le kouglof qui est une spécialité alsacienne. Bien sûr. Voilà, dont je ne connais pas grand-chose en Alsace, mais j'aime beaucoup cette région. Je trouve qu'il y a évidemment une authenticité. Le château du Haut-Königsbourg, Ouais, magnifique. c'est ça, qui est magnifique, évidemment, Strasbourg, etc. etc. Danser au milieu du chaos, c'est le dernier ouvrage de Kankyo Tanier, Kankyo. Kankyo, c'est comme ça qu'il faut le prononcer. C'est aux éditions Flammarion. Vraiment, je vous invite à lire ce livre, qui se lit d'abord très facilement. Ensuite, c'est parfois drôle. Moi, j'ai eu le sourire souvent parce que vous avez des expressions rock'n'roll, hein, quand vous parlez de choses qui sont un petit peu des sujets parfois un peu lourds, hein, évidemment, sur le climat, sur la manière dont vous vivez en 2022. Est-ce que vous êtes optimiste? Oui. Je suis optimiste sur la capacité des individus à faire des épreuves quelque chose de beau. C'est joliment dit. Merci infiniment. Alors, je voudrais faire le signe comme vous, parce que je sais que vous... Ah oui, c'est ça, il faut vraiment être très... aligné. Voilà, c'est ça, très aligné, comme le sabre, ouais, précisément. Merci infiniment. Merci pour votre Merci d'être venu nous voir. J'aurais juste, pour terminer, un petit mot sur votre tenue. Oui, donc... que vous n'aviez pas... Pardon, vous n'aviez pas le mala. Non, l'autre. Le rakusu. Voilà, le rakusu, vous ne l'aviez pas en arrivant. Vous l'avez non, mis, voilà, oui, je l'ai mis. C'est le symbole de l'ordination, en fait. Hein. Donc, on a 2 versions, une très grande ah oui, qu'on met sur l'épaule. Et puis là, c'est la version de voyage. De voyage, très bien.
et votre tenue que vous arborez tous les jours? Oui, alors ça, c'est la tenue officielle, on va dire. Après, quand je suis dans les champs, je ne la mets pas. On est bien d'accord. Ça ne doit pas être toujours très pratique. Merci infiniment d'être venu nous voir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci pour vos commentaires parce qu'on en a besoin. Vous le savez, cette chaîne est 100% gratuite et elle nécessite évidemment des réactions de votre part. Et quels que soient d'ailleurs les témoignages que vous nous laissez, c'est toujours très constructif. Ça nous permet de, comme je vous le disais dans l'introduction, de grandir, d'avancer, de proposer d'autres personnalités inspirantes. Soyez-le également. Belle journée à tous et à très bientôt. Salut.